Bonjour à toutes et à tous, devant moi et derrière les écrans. Merci d'assister à cette conférence intéressante et importante sur la pollution du numérique. Je suis journaliste, autrice, conférencière. J'ai créé une association qui s'appelle Carnet d'alerte il y a déjà quelques années. Et j'ai aussi créé une collection de livres avec Pierre Rabhi, agroécologiste qui est décédé il y a un peu plus d'1 an. Et je réalise des enquêtes pendant plus d'1 an sur des sujets qui nous semblent importants pour l'avenir de l'humanité. J'ai déjà réalisé 6 grosses enquêtes, dont une sur la faim dans le monde. Est-ce qu'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie ? Une enquête sur les semences, une enquête sur l'eau, particulièrement d'actualité, une enquête sur les excès de la finance, une autre enquête sur la croissance et la décroissance, et des investigations autour de l'intelligence artificielle et la pollution du numérique. Ça peut paraître 6 sujets assez éloignés. En fait, tous ces sujets ont des liens et beaucoup de liens. On pourrait refaire une conférence sur les liens entre les différentes enquêtes. Mais nous sommes là aujourd'hui pour la pollution du numérique, qui est un sujet particulièrement d'actualité. Pour réaliser ces investigations, à chaque fois, j'interroge entre 60 et 80 personnes. C'est un peu le principe, pendant plus d'1 an. On a un peu oublié parfois que, voilà, journaliste, il y a aussi le mot média, médiateur. C'est d'essayer d'avoir une vision un peu globale de la société civile. Donc, pour chacune de mes investigations, j'interroge beaucoup de chercheurs. En France, on a la chance d'avoir une recherche publique indépendante très intéressante. Donc, pour la pollution du numérique, vous le verrez au cours de cette conférence, on a une recherche particulièrement avancée sur cette thématique. On a aussi beaucoup d'acteurs de la société civile, des associations, des entrepreneurs que j'ai interrogés aussi. On a bien sûr aussi des législateurs que j'ai interrogés aussi sur cette thématique. Alors c'est vrai que pour cette enquête, il me manque, contrairement à d'autres, les grandes multinationales, les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ont un peu tardé à me répondre. J'ai réussi à avoir quelques informations en échangeant par téléphone ou par mail, mais j'ai moins eu longtemps directement, parce que moi, le principe, c'est que j'interroge les personnes normalement pendant plus de 2 heures, on échange assez longuement, et c'est vrai que sur cette thématique, ils se sont quand même moins prêtés au jeu, ce qui est assez révélateur de leur rapport à la démocratie, parce que pour d'autres sujets, même dans l'agroalimentaire, Monsanto a répondu à mes questions, donc c'est vrai que c'est pas toujours le cas pour toutes mes enquêtes. C'est vrai que j'aime bien commencer par ce point-là, parce que c'est quand même révélateur du rapport de la démocratie de ces grandes multinationales. Bon, pour commencer, en étant très concrète, c'est vrai que la première partie de la conférence, je vais vous donner beaucoup de chiffres, mais c'est intéressant quand même pour avoir des ordres de grandeur. Et la deuxième partie, on abordera plus la partie sur les solutions. Donc, je pense que ça, je ne vais rien vous apprendre pour commencer, mais le numérique est loin d'être immatériel. Derrière nos ordinateurs, nos téléphones, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, de matériaux, de consommation de métaux et de consommation d'eau. Donc le premier point sur lequel je voulais commencer, je trouve que c'est un chiffre assez révélateur. Si le numérique était un pays, il aurait 2 à 3 fois l'empreinte écologique de la France. Donc, ce n'est pas que les émissions, hein, c'est une évaluation plus globale. Et en termes d'émissions de CO2 et d'ailleurs plus globale de gaz à effet de serre, si le numérique, au niveau mondial, il émet environ 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Hein, donc, c'est important. Et ce qu'il faut savoir, là, c'est des études encore plus récentes qui sont sorties il y a quelques mois, c'est qu'il y a une accélération de la numérisation, on l'a vu avec la Covid, et il y a des projections pour ces prochaines années qui montrent que le trafic des données à l'horizon 2030 devrait être multiplié par 6, donc c'est considérable, et le nombre d'équipements, qui est une source de pollution très importante, on va en reparler tout à l'heure, serait supérieur de près de 65% en 2030 par rapport à aujourd'hui, notamment à cause des objets connectés. Nous allons aussi en reparler pendant cette conférence.
Les estimations, alors dans le numérique, c'est à chaque fois des estimations. Il faut savoir que là, dans les différents chiffres que je vous donne, toutes les études concordent. C'est-à-dire que parfois, à la virgule près, c'est pas exactement la même chose, mais les ordres de grandeur, tous les chercheurs que j'ai interrogés et toutes les associations, parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations en France qui travaillent sur ce sujet, tout le monde est d'accord sur le même ordre de grandeur. Il n'y a pas vraiment de débat autour de ces chiffres que je vous donne là aujourd'hui. D'ailleurs, donc l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, qui est un acteur important pour tous ces sujets sur la pollution du numérique, évalue selon les scénarios que l'impact du numérique devrait plus que tripler d'ici 2050. Donc c'est vraiment des enjeux considérables qu'il faut de plus en plus se prendre en compte. Et ça aussi, c'est un point essentiel qui va revenir lors de nos échanges, c'est que le numérique, ce n'est pas que de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi beaucoup de consommation d'eau et énormément de consommation de métaux. Donc ça, c'est un point essentiel. Si on compte que en carbone et en émissions de gaz à effet de serre, on oublie toute une partie de la pollution. Si le numérique est responsable environ de 2,2% de la consommation d'eau en France, donc soit 5 fois celle des Parisiens. Bon, après, c'est vrai que là, la première partie, je vous donne beaucoup de chiffres, mais je vous rassure, après, je vous donnerai aussi des solutions. Alors, pour commencer, c'est vrai qu'il y a un point qu'on ne sait pas souvent dans le numérique. Alors peut-être que là, nous sommes dans un lieu plutôt avec des personnes qui connaissent bien le numérique, donc qui connaissent déjà cette information, mais ce n'est pas toujours le cas lorsque je fais mes conférences. C'est que souvent, on pense que ce qui pollue le plus, et ce dont on parle beaucoup, c'est le stockage des données. Alors le stockage des données, on va en parler, c'est une part bien sûr de pollution dans le numérique, mais ce qui pollue le plus et largement dans le numérique, c'est la fabrication de nos équipements. Nous en avons trop et on les change trop souvent. Donc en France, ça, tout le monde est à peu près, toutes les différentes études de l'ADEME au rapport du Sénat qui a été fait sur ce sujet il n'y a pas très longtemps, tout le monde est à peu près d'accord sur les mêmes ordres de grandeur. La fabrication des équipements, de nos équipements, sont responsables de plus de 70% de la pollution du numérique. Que, bien sûr, c'est une pollution qui est importée, c'est pas une pollution qui a lieu en France. Donc, souvent, les équipements ne sont pas fabriqués en France. Et quand on parle d'équipements, je parle de téléphones, d'ordinateurs, mais pas seulement. Ça comprend aussi les consoles de jeux, les téléviseurs, qui est une part assez importante de la pollution, dans la pollution de la fabrication des équipements. Donc, c'est tout les équipements que nous avons. Et comme je vous le disais, on ne les garde pas assez longtemps. En moyenne, un téléphone, on le garde moins de 2 ans et un ordinateur moins de 3 ans. Et il y a ce chiffre qui je trouve révélateur. 88% des téléphones portables remplacés en France fonctionnent encore. Donc ça, c'est un point essentiel. Il faudrait au moins, par rapport aux données que je viens de vous dire sur la durée de vie des portables qui est environ moins de 2 ans et des ordinateurs moins de 3 ans, il faudrait au moins doubler ces durées de vie de produits. Ça, c'est plusieurs spécialistes et chercheurs qui donnent cette information. Ils disent qu'il faudrait au moins doubler pour réduire notre empreinte numérique. Et pour cela, on peut, par exemple, acheter, alors il y en a de plus en plus, des téléphones reconditionnés ou les réparer. En ce moment, il y a même la construction, alors c'est en cours, la construction d'un label par l'Agence de la transition écologique pour justement que quand on achète son téléphone reconditionné, on soit sûr qu'il fonctionne. Et il y a une étude d'ailleurs encore qui montre que la durée de vie d'un smartphone d'occasion, donc ou reconditionné, est à peu près la même que la durée de vie d'un appareil neuf. Donc ça permet donc de doubler la durée de vie du produit
lorsqu'on achète un reconditionné. Donc c'est vraiment intéressant d'explorer cette piste. C'est vrai que je ne vous ai pas donné ce chiffre-là qui est plus récent. Je reviens juste en arrière. Ça montre quand même l'ampleur du nombre d'équipements que nous avons. Donc là, en France, nous avons 800 millions d'équipements, que ce soit donc pour le professionnel et chez nous, hein, et donc téléphone, objets connectés, téléviseurs. Et c'est ça, vraiment, la première source de pollution dans le numérique. Alors, notamment parce qu'on ne compte pas que les émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut énormément de matériel pour fabriquer nos ordinateurs, nos téléphones. Pour produire un ordinateur de 2 kilos, il faut 600 kilos de matières premières, donc c'est considérable. Et par exemple, dans un téléphone smartphone, il y a une cinquantaine de métaux, c'est 2 fois plus que nos téléphones d'ancienne génération. Donc ce sont des téléphones qui consomment plus de métaux et de matériaux qu'auparavant. Et on sait que dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années, on risque d'avoir des difficultés d'approvisionnement de métaux. Alors on en parle beaucoup pour le numérique et on en parle aussi pour les énergies renouvelables. Voilà, moi je sais que j'ai pas mal enquêté aussi sur ce point-là et ça revient parce que les énergies renouvelables sont aussi bien sûr une bonne solution, mais aussi consomment énormément de métaux. Et alors on ne connaît pas exactement dans le monde exactement les réserves qu'il y a sous terre pour avoir accès à tous ces métaux. Mais on sait qu'il va falloir aller chercher de plus en plus profond dans la terre pour avoir accès à ces métaux. Et si on creuse de plus en plus profond, on va consommer de plus en plus d'énergie. Et donc, c'est un problème. Et on sait quand même, donc il y a quand même quelques évaluations pour savoir si on va avoir assez de métaux dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et il y a notamment ce chercheur Olivier Vidal qui est très intéressant et qui montre que le pic d'extraction du cuivre pourrait être atteint en 2060. Alors, ça paraît loin, mais en fait, ce n'est pas si loin que ça. On sait aussi que l'indium, qui est énormément utilisé dans le numérique notamment, on devrait avoir des risques d'approvisionnement de 2030-2035. Et c'est pour ça que moi, il est vraiment revenu très souvent dans mon enquête. Alors, pour certains, c'est une utopie et pour d'autres, c'est un cauchemar. Mais en tout cas, que ce monde que certains nous propose avec énormément d'objets connectés, des voitures autonomes partout, des villes intelligentes. Pour beaucoup des chercheurs et des personnes que j'ai interrogées étaient à peu près tous d'accord là-dessus que ce ne serait pas viable pour le futur parce qu'on aurait, ça c'est sûr, pas assez de métaux et de matériaux pour arriver à ce scénario. Après, à vous de juger où vous le placez, mais c'est vrai que c'est un point qui est revenu souvent lors de mes investigations. Et la question qui revient souvent, c'est pourquoi on ne recycle pas plus tous ces métaux et ces matériaux qu'on utilise dans le numérique. Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'aujourd'hui, on recycle peu. Alors, dans le monde, il y a seulement 17% des déchets électroniques qui sont collectés et recyclés. En Europe, c'est beaucoup plus. Hein. La part atteint environ 42%. Mais après, dans ce qui est recyclé dans ces 42%, tout n'est pas facilement recyclable. Et par exemple, dans un smartphone, pour l'instant, il y a seulement 3% des matériaux d'un smartphone qui sont recyclés. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est que parfois, ça coûte cher et c'est pas rentable pour les entreprises de recycler. L'autre point qui est plus difficile, ça encore, on pourrait passer ou essayer d'inventer d'autres modèles et passer outre. Mais l'autre point qui est plus difficile, c'est notamment en ce qui concerne les métaux, c'est que dans le numérique, ils sont souvent très miniaturisés. Il y a beaucoup d'alliages et donc c'est très difficilement recyclable. Donc c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de difficultés à recycler tout ce qui est métaux et matériaux dans un téléphone. Je pense qu'il peut y avoir des progrès, hein, bien sûr, qui sont faits sur ce point, mais ça sera, comme souvent avec le recyclage et l'économie circulaire, c'est bien de le faire et on ne le fait pas assez, mais ce sera certainement pas suffisant dans le numérique si on continue à accélérer la numérisation. Ça, c'est une donnée que j'ai eue plus récente, qui est intéressante. C'est des chercheurs qui m'ont contacté après la sortie de mon ouvrage et qui montrent que le meilleur
recycleur européen qui se situe en Belgique. Il y a environ 17, enfin il n'y a pas environ, il y a 17 métaux sur 60 qui peuvent être recyclés. Donc ça, c'est le meilleur recycleur. Donc vous voyez qu'on a encore une marge de manœuvre. Alors peut-être qu'on va pouvoir faire des progrès. Après, comme je vous le disais, les points qui risquent de bloquer, c'est le fait que c'est miniaturisé, beaucoup d'alliages. Et bien sûr, il y a le coût qu'il ne faut pas négliger. Le deuxième point qui pollue beaucoup dans le numérique, bien sûr, donc je vous expliquais, c'est la fabrication des équipements, le premier point. Le deuxième point, c'est quand même le stockage des données. C'est quand même une source de pollution importante, notamment avec la construction et le fait qu'on ait de plus en plus de data centers. En France, on en a à peu près autour de 260 et on a beaucoup de projets de data centers dans beaucoup de régions, notamment pas mal dans le sud de la France, mais aussi en région parisienne. Alors, lors de cette enquête, il n'a pas été très simple de savoir si... parce que j'ai beaucoup entendu dire que les data centers avaient fait beaucoup de progrès en efficacité et qui consommaient beaucoup moins d'énergie, notamment pour refroidir les fameux data centers. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mon enquête, comme il y a une grosse partie de greenwashing parfois autour de ces sujets-là, c'était difficile de savoir si oui ou non les data centers il y avait vraiment eu des progrès dessus, parce qu'une partie des multinationales jouent parfois avec ce sujet-là, en faisant un peu de greenwashing. Alors il s'est avéré que oui, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des progrès de fait dans les data centers. Les meilleurs data centers aux États-Unis perdent encore 10% de leur énergie dans la climatisation. En France, ils perdent en moyenne 80% de leur énergie dans la climatisation. Il y a de plus en plus de data centers, notamment aux États-Unis, qui sont l'énergie, elle provient d'énergies renouvelables, donc on peut dire que c'est du progrès, même si on ne pourra pas croître indéfiniment, mais ça, bien sûr, ça montre quand même qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. Mais par contre, mais ça, je pense que certains doivent déjà le savoir, quand on entend neutre en carbone, ce qu'on entend souvent autour des data centers, ça ne veut pas dire qu'ils n'émettent pas de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'ils compensent en plantant des arbres à l'autre bout de la planète. Et le terme de compensation est souvent un terme qui est, je pourrais faire toute une autre conférence sur ce sujet-là, qui peut parfois être décrié par certains écologistes. Donc c'est là, donc on peut, pour conclure sur ce point-là, oui, les data centers, il y a eu des gains d'efficacité qui ont été faits dans les data centers, ils perdent moins d'énergie pour climatiser et pour refroidir les ordinateurs, mais on ne peut pas dire qu'ils n'émettent pas de gaz à effet de serre, loin de là, ils émettent encore bien sûr beaucoup de gaz à effet de serre. Et il y a un point qu'il ne faut pas négliger dans le numérique et qui est essentiel pour tous les calculs, c'est le fameux effet rebond. Je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler, mais par exemple, on va avoir des gains d'efficacité dans les data centers pour stocker les données, mais comme on augmente énormément le trafic, ça va entre guillemets, annuler ces gains d'efficacité. Pour être plus précise, et peut-être que tout le monde comprenne bien, c'est par exemple, si on fait une recherche sur Internet, c'est pas parce qu'on va la faire plus rapidement qu'on va en faire moins. Au contraire, on va en faire plus. Et ça, cet effet rebond dont on va reparler tout à l'heure, parce que ça revient beaucoup dans le numérique, quand on fait des gains d'efficacité, souvent, ces gains d'efficacité sont annulés par l'augmentation du trafic de notre consommation du numérique. Ça, c'est un point qui est central pour comprendre la pollution du numérique. Moi, mon enquête était plus largement d'ailleurs aussi sur l'intelligence artificielle, et donc j'ai essayé d'évaluer aussi la part de la pollution liée à l'intelligence artificielle, qui n'est pas facile à évaluer. Il faut savoir que la demande en calcul en ce moment pour l'intelligence artificielle, elle double tous les 3-4 mois, donc c'est considérable. Par contre, pour être tout à fait juste, ce n'est pas aujourd'hui les programmes d'intelligence artificielle qui occupent de plus de place dans les centres de calcul ou dans les data centers. Aujourd'hui, c'est le fait qu'on regarde
énormément de vidéos sur nos téléphones qui occupent la place la plus importante dans les data centers. Mais comme on utilise de plus en plus de programmes d'intelligence artificielle, ça ne cesse quand même d'augmenter, ce n'est pas négligeable. Et il faut savoir que c'est lors de l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle, c'est à ce moment-là qu'on émet le plus et qu'il pollue le plus. Et donc l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle, alors là c'était il y a 2 ans, donc forcément ça a évolué depuis, mais le plus couramment utilisé émet autant de CO2 qu'environ un aller, donc un vol Paris-Hong Kong. Donc ça c'est une estimation. Il faut savoir, par exemple, que pour ChatGPT, c'est beaucoup plus. Parce que ChatGPT s'entraîne sur l'ensemble d'Internet. Donc, c'est beaucoup plus de données que ce modèle-là dont je vous parle. Hein, c'est beaucoup plus. Alors, je suis assez prudente sur les études que j'ai lues et vues sur ChatGPT. J'en ai parlé avec plusieurs des chercheurs que j'ai interrogés pour recouper l'information. Là, OpenIA ne donne pas d'informations précises sur la pollution liée à l'entraînement de ces algorithmes. Il y a plusieurs estimations, dont l'université californienne qui évalue l'entraînement de ChatGPT à l'équivalent de 205 vols Paris-New York. Voilà. Après, ce qu'il faut distinguer, c'est le moment de l'entraînement de l'algorithme, puis après le moment de l'usage où on va utiliser l'algorithme. Donc il y a plusieurs phases pour évaluer la pollution. Après, il me semble que ce n'est pas forcément essentiel de tout savoir à la virgule près en ce qui concerne la pollution du numérique, parce que l'important, c'est d'avoir les ordres de grandeur. Je dis souvent, c'est pas parce qu'on connaît exactement la pollution exacte de quelque chose qu'on arrête de polluer. Donc, il me semble que c'est important de connaître les ordres de grandeur. C'est pas forcément essentiel de savoir exactement à la virgule près. Bon, là, il faut savoir que l'entraînement d'un modèle, ça pollue. Et plus on va entraîner des modèles, plus il va falloir construire des centres de données, plus il va falloir les refroidir. Donc, c'est toujours après pour quel usage et dans quel but. Mais en tout cas, c'est une donnée à prendre en compte sur le fait qu'on utilise de plus en plus ces programmes, que ce soit d'ailleurs dans la recherche. Hein, les chercheurs que j'ai interrogés remettent d'ailleurs aussi en compte cela, et plus largement aussi dans notre société pour des usages qui sont là, pas toujours, qui nous poussent plutôt à consommer que à réduire même notre consommation plus globale. Et ce point est intéressant sur l'usage, parce que c'est vrai que c'est ressorti aussi lors des investigations de se dire on peut utiliser aussi des programmes d'intelligence artificielle pour essayer d'évaluer à des endroits, moins consommer d'énergie, évaluer des risques, que ça peut être intéressant. C'est vrai que pour des usages précis, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention, dès qu'on parle de pollution du numérique, de bien prendre en compte l'ensemble du périmètre. Je vais vous donner un exemple très concret. Lors de mes investigations, j'ai interrogé plusieurs personnes qui, par exemple, il y en avait une personne qui avait plus de 200 objets connectés chez lui pour éteindre la lumière, pour faire plein de choses. Il disait, je suis très efficient en énergie, je consomme beaucoup moins d'énergie depuis que j'ai mis en place tous ces capteurs. Mais comme je vous ai dit tout au début de la conférence, c'est la fabrication des équipements qui pollue le plus. Si on ne prend pas en compte toute la fabrication des capteurs dans le périmètre global de l'impact écologique, ça n'a absolument aucun sens. Et souvent, on fait cette erreur concernant le numérique, on ne prend pas en compte la fabrication des capteurs. Et si on ne prend pas la fabrication des capteurs, ça n'a aucun sens de prendre en compte que la consommation d'énergie qui a diminué grâce à ces capteurs. Et c'est vrai que ça, c'est un point très important et qui peut faire, des fois, c'est pour ça que certaines entreprises, là, par exemple, récemment, j'ai vu pas mal de reportages avec des entreprises parfois qui se disent efficientes en énergie dans des usines, mais si on ne prend pas en compte la fabrication des capteurs, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est un point essentiel à prendre en compte. Il y en a même qui appellent ça de l'obsolescence écologique. C'est une chercheuse, Emmanuelle Frenou, du CNRS, qui explique ça et qui montre que voilà, il faut vraiment faire attention et bien prendre en compte tous les périmètres, sinon on fausse le résultat.
Et d'ailleurs, il y a une association que peut-être certains connaissent qui s'appelle l'association Négawatt, qui est très intéressante parce qu'elle met en place des scénarios sérieux, respectueux de l'environnement, notamment pour notre consommation d'énergie d'ici 2050. Donc, ils mettent tout en place des scénarios en montrant une part, avec justement, on parle de ces gains d'efficacité, mais aussi une part de sobriété. Et eux, ils ont montré que même en prenant en compte les gains d'efficacité qui pourraient exister dans le numérique, il faudrait réduire par rapport à aujourd'hui nos usages du numérique de moitié si on voulait mettre en place un scénario viable pour la planète. Et là, je parle que par rapport à notre consommation d'énergie, même pas par rapport aux métaux et à notre consommation d'eau. C'est que pour la consommation d'énergie. Donc là, ils évaluaient, je trouvais ça intéressant, il faudrait diviser par 2 nos usages du numérique. On n'y est pas vraiment parce qu'on est plutôt dans une accélération plutôt que à l'inverse. Alors pour montrer quand même quelques aspects positifs, parce qu'on va me dire que je parle plus des aspects négatifs du numérique dans un endroit où on parle en plus de l'art numérique, mais on va venir après aux solutions en plus. C'est vrai que le numérique, ça c'est une étude aussi assez récente qui a été faite. Là je suis venue à Paris, bon je suis de région parisienne, donc ça m'a pas en transport, ça n'a pas été très polluant de venir ici, vu que je suis venue en métro. Mais par exemple, si je dois aller faire une conférence à Berlin, c'est sûr que c'est 300 fois moins émetteur de CO2 de faire une visio plutôt que de prendre l'avion Paris-Berlin. Donc ça, bien sûr, c'est beaucoup moins polluant. Bon, après, il y a les aspects humains. Je vous laisserai juge sur tous les aspects de rencontres qui sont intéressants et de se rencontrer. Mais voilà, ça, c'est un point important. Par contre, il est plus difficile d'évaluer. J'ai essayé, j'ai cherché un peu dans différents pays s'il y avait eu des études de fait là-dessus. C'est beaucoup moins clair de savoir si par exemple, on passe en télétravail, comme on ne se déplace pas, dans certains endroits, on doit prendre sa voiture, est-ce que ça va être avoir moins d'impact sur l'environnement de passer en télétravail plutôt que se déplacer? Bon, c'est pareil, après il y a tous les aspects humains à traiter, hein. Mais pour en tout cas les aspects, on va dire, de calcul sur l'impact écologique, c'est pas si simple que ça. L'ADEME, donc l'agence de la transition écologique, travaille juste en ce moment à essayer de calculer, mais c'est pas simple. J'ai trouvé une étude en Angleterre qui avait été faite sur ce sujet et qui n'était pas si simple à interpréter parce que parfois, il y a certaines personnes qui vont, s'ils font plus de télétravail, ils vont peut-être s'éloigner de leur lieu de travail, acheter une deuxième voiture, plus partir en week-end. Il y a des comportements qui changent et au final, c'est pas toujours si intéressant écologiquement. Pour l'instant, en tout cas en France, ça n'a pas été évalué concrètement. Moi j'ai trouvé, alors ça c'est pareil, c'est un autre point que je traite de façon plus approfondie dans l'ouvrage, mais que j'aime bien l'aborder en conférence parce que, alors c'était plus d'actualité quand j'ai fait l'enquête, mais qui est quand même révélateur de notre rapport à la technologie, c'est tout le débat qu'il y a eu autour de la 5G, qui a quand même existé en France, qui n'a pas... alors j'ai l'impression que les infographies passent toutes seules, donc je vais retourner en arrière. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas moi qui les ai fait passer, c'est pas grave, vous les voyez passer. J'y étais pas encore, mais on va arriver à ce chiffre. Donc c'est vrai qu'il y a eu un débat en France autour de la 5G, il n'y en a pas eu dans tous les pays. Nous, on en a eu, pas très long, il n'a pas été très long, pas très long et pas très loin, mais on a quand même eu un débat autour de la 5G. La 5G, c'était au moment où je faisais l'enquête, moi, sur l'intelligence artificielle et la pollution du numérique. Et moi, ce qui est ressorti de mes différents échanges avec les chercheurs, les associations, tous ces acteurs clés sur ce sujet, c'est qu'on aurait pu approfondir un peu plus le débat et peut-être réserver les usages de la 5G à certaines industries et pas forcément à l'ensemble de la société comme on l'a fait et comme c'est le cas. Parce qu'il faut savoir, mais je pense que je suis
en face d'un public averti que la 5G n'est pas là pour avoir accès à Internet dans des zones blanches, mais plus dans des endroits où on a déjà beaucoup de densité, que ça rajoute des équipements dans les villes, et que c'est surtout pour avoir accès, alors certains le disaient de façon un peu ironique quand j'ai fait mes investigations et mes interviews, pour avoir accès à des vidéos de meilleure qualité, ils le disaient sur un petit téléphone, que ça n'avait pas forcément d'intérêt. En tout cas, c'est sûr que ça nous pousse à changer nos téléphones, on est obligé, et comme c'est une source de pollution importante, ce n'est pas négligeable. Et la 5G, c'est l'objet de cette infographie, la 5G est une technologie pivot pour tout ce qui est objet connecté, et c'est pour ça qu'il y a une étude intéressante de Gauthier-Roussille qui montre qu'elle entraînerait la fabrication, bien sûr c'est une évaluation, et c'est une évaluation mondiale, à 16,7 milliards d'objets connectés entre 2018 et 2024. Donc c'est pour ça qu'il aurait peut-être été intéressant de pousser le débat sociétal sur ce sujet-là. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime faire des conférences sur ce sujet. Je pense que chacun met le curseur à différents endroits. Et c'est intéressant, en tout cas, d'ouvrir le débat autour de ces sujets-là et d'avoir des informations sourcées et vérifiées sur ces thématiques. Pour en venir un peu plus aux solutions, il y a bien sûr des solutions individuelles et des solutions plus collectives. Dans les solutions individuelles, vous l'avez compris par rapport à ma première partie, si vous avez un point à retenir de cette conférence, c'est que la pollution du numérique est surtout liée à la fabrication des équipements. Donc si vous avez un geste à retenir, c'est de garder les équipements le plus longtemps possible et de ne pas les multiplier, c'est-à-dire pas multiplier les tablettes, plusieurs ordinateurs, acheter au maximum des reconditionnés. Ça, pour moi, c'est le conseil clé à avoir autour du numérique. Et ça alors après, je vais vous en donner d'autres, des conseils, mais je trouve que parfois, c'est pas toujours simple de s'y retrouver soi-même dans le numérique, dans les codes, d'en savoir aussi comment utiliser. Et c'est pas, si on rajoute plein de conseils, je trouve que ça devient vite un casse-tête pour les utilisateurs, alors qu'au moins celui-ci, il est simple et il a un impact considérable. Alors après, il y a d'autres, comme je vous le disais, conseils qu'on peut avoir. Privilégier au maximum la Wi-Fi plutôt que la 4G quand vous avez votre téléphone. Ça consomme 20 fois moins, c'est 20 fois moins énergivore de passer par la Wi-Fi plutôt que la 4G, par exemple. Ça, c'est un conseil intéressant, à tel point que certains préconisaient même dans des rapports d'arrêter d'avoir des forfaits illimités pour encourager les utilisateurs à passer à la Wi-Fi plutôt qu'à la 4G. Donc ça, c'est dans un rapport du Sénat, justement, qui conseille ça. Alors ça va absolument à l'encontre de tout ce qui est fait aujourd'hui, mais toutes les associations et tous les chercheurs autour de ce sujet-là conseillent au maximum de télécharger sur son ordinateur pour se rendre compte de la matérialité de ce qu'on a. Mais aujourd'hui, tout nous encourage à plutôt mettre sur des plateformes et sur le cloud. Mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte et donc on stocke et donc on crée un nouveau data center pour stocker. Donc c'est vrai que ça va absolument à l'encontre de tout ce qui est fait en ce moment dans le numérique, mais on pollue moins si on stocke sur son ordinateur. Voilà. Il y a une autre étude que je trouve intéressante qui montre, par exemple, bon après il y a des personnes qui préfèrent lire un livre en vrai plutôt qu'une liseuse, mais par exemple, si vous avez une liseuse, il faut quand même beaucoup lire pour que ce soit intéressant par rapport à tout ce qui est métaux et matériaux, parce qu'il faut lire au moins 41 livres par an pour que la liseuse numérique soit écologiquement intéressante d'un point de vue de la consommation des métaux et des matériaux, par exemple, comme point. Comme je vous le disais, la liste des conseils pourrait être très longue, mais sinon, bien sûr, on n'a pas parlé de ça parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas la première source de pollution dans le numérique, mais c'est pas négligeable, hein. C'est l'envoi d'un courrier électronique. Ça équivaut à la consommation d'une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes. Donc ce n'est pas négligeable tout de même.
Après, bien sûr, sur ce sujet, comme dans tous les sujets liés à l'écologie, les gestes individuels ne suffisent pas. Il faut aussi des réflexions à d'autres échelles. Donc, on va passer à une échelle un peu plus importante avant de passer encore à une échelle encore plus importante. Mais j'ai interrogé des entrepreneurs intéressants qui essayent de faire différemment aujourd'hui en France, et notamment un entrepreneur qui s'appelle Christophe Perron, qui fait des chaudières numériques. Alors c'est intéressant, lui il a créé des petits data centers qu'il installe, ça prend à peu près la place d'une place de parking, donc c'est vraiment pas très grand, hein, c'est beaucoup plus petit que les data centers que nous faisons actuellement, et il les met par exemple en bas d'un immeuble ou à côté d'une piscine, et ces petits data centers permettent de chauffer l'eau de l'immeuble ou l'eau de la piscine. Et lui, il me disait, c'était intéressant son témoignage, qu'il était carbonégatif parce qu'il utilisait des serveurs qui étaient de seconde génération. Il permet en plus de chauffer l'eau. Il me disait, voilà, moi je ne fais pas du greenwashing et je ne suis pas neutre en carbone, je suis carbonégatif. Et ça, c'est une solution qui peut être intéressante. Et c'est vrai que moi, je me rends compte lors de mes différentes investigations qui sont liées à l'écologie que les solutions plus petites à l'échelle de territoire sont souvent intéressantes. Et pourtant, lui, il rencontre des difficultés à développer sa solution parce que souvent, les personnes ont peur pour la sécurité des données. Alors qu'il me disait très justement que les données étaient certainement beaucoup plus sécurisées en France, en bas d'un immeuble, que quand on les met dans des solutions cloud aux États-Unis, qui ont une réglementation beaucoup moins protectrice, qui n'ont pas le fameux règlement que nous avons en Europe, beaucoup plus strict. Donc nos données étaient plus sécurisées, mais pourtant, lui, il a encore cette difficulté à mettre en place ces petits data centers, notamment à cause de la sécurité des données. Je regarde l'heure quand même, parce que je sais... Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps, je vois, donc je peux parler de ce point-là. C'est-à-dire que j'ai aussi exploré pas mal de solutions et d'innovations qui sont faites sur le territoire français, mais aussi à l'étranger. Et bien souvent, dans les pays du Sud qui ont moins d'argent et qui n'ont pas le choix, il y a des innovations frugales très intéressantes. Et notamment, là, au Burkina Faso, j'ai interrogé plusieurs acteurs qui reçoivent énormément de déchets de l'Occident et qui recrée, ça s'appelle des ordinateurs, ils appellent ça le Jerry, un ordinateur à base dans un bidon, ils recréent un ordinateur, ils font ça à l'école avec des enfants et ça leur permet vraiment de se rendre compte de la matérialité. Et là, ce sont des ordinateurs bien sûr plus que reconditionnés et qui consomment donc de leur fabrication consomment beaucoup moins d'énergie. Et ça, ce sont bien sûr aussi des solutions à explorer. C'est vrai que moi, à travers toutes mes investigations, on voit que les innovations frugales du Sud peuvent être intéressantes pour nous aussi, pour être plus sobre. Alors bien sûr, il faut aussi mettre en place des solutions plus collectives à l'échelle d'un État ou même voire plus. Et en France, on a mis en place, on est un des premiers pays à avoir mis en place des lois autour de ce sujet-là, qui sont regardées d'ailleurs assez loin. Je suppose que vous savez que nous avons un indice de la réparabilité pour tout ce qui est produits électroniques, informatiques. Et on va avoir un indice de la durabilité en 2024. Et ces deux indices sont regardés jusqu'en Australie. Donc c'est vraiment c'est quand même déjà des points qui sont intéressants pour essayer de garder nos produits le plus longtemps possible. Il y a d'autres points, je vous parlais tout à l'heure du label qui va être mis en place par l'Agence de la transition écologique pour pouvoir savoir qu'on achète un produit reconditionné pour vérifier qu'il va bien fonctionner. Il y a aussi une loi très intéressante, c'était un point dans une loi qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, qui n'est pas encore complètement respectée, mais qui est intéressante. Et je sais que les associations ont mis plus de 10 ans pour l'obtenir. C'est que normalement, quand vous achetez un téléphone, vous pouvez trouver les pièces détachées de de l'intérieur de votre téléphone pour n'importe quelle marque, vous pouvez le réparer dans n'importe quel réparateur, pas seulement celui de la marque, et ce pendant 5 ans. Alors j'ai vu, comme souvent c'est un peu le même fabricant qui a du mal à respecter ça, c'est Apple, et j'ai vu que l'association d'ailleurs Halte à l'obsolescence programmée, qui travaille beaucoup sur ce sujet, avait attaqué Apple parce qu'il ne respectait pas
cette loi, mais normalement c'est en place depuis un peu plus d'1 an. On peut réparer son téléphone pendant 5 ans dans n'importe quel réparateur et pas seulement celui de la marque. Bon, après, il reste la question du prix, parce que souvent, ça coûte plus cher de réparer son téléphone plutôt que de le changer. Et donc ça, il y a un fonds de réparation qui a été mis en place, mais qui n'est pas encore assez, qui n'a pas encore assez d'argent. Mais voilà, c'est quand même des choses qui se mettent en place progressivement. Il y a un dernier point qui est essentiel quand même en France, c'est qu'on a voté une loi sur la sobriété numérique. Et là, on est... Alors moi, je pense qu'on est le premier pays au monde. Je n'ai vu aucun autre pays avoir voté une loi sur la sobriété numérique. Donc en tout cas, l'un des premiers pays au monde, c'est sûr, qui est une loi jugée insuffisante pour certains, mais qui a le mérite d'exister et qui a comme point intéressant donc d'évaluer plus précisément l'impact de la pollution numérique, donc ce qu'on a fait un peu pendant la première partie de cette conférence, mais comme l'évolution est constante, c'est vrai qu'il faudrait avoir des indicateurs pour essayer d'évaluer continuellement cette pollution, en sachant que c'est difficile de l'évaluer parce que c'est très dispersé et que les équipements informatiques sont très dispersés, mais en tout cas c'est ce que voudrait faire cette loi en France. Et il y a aussi énormément de sensibilisation qui devrait être faite dans les écoles et notamment dans l'enseignement supérieur. Après, le dernier point qui est intéressant dans cette loi, c'est que le délit d'obsolescence programmée, je pense qu'ici tout le monde sait ce que c'est l'obsolescence programmée, est normalement renforcé. Ça, c'est aussi intéressant, s'il existe déjà en France, mais il sera encore plus renforcé. Le point peut-être qui manque dans cette loi et dont vous devez penser peut-être depuis le début de la conférence, parce que j'en parle par rapport à la fabrication des équipements, c'est qu'il manque encore ce point sur l'obsolescence logicielle, c'est-à-dire que vous savez que parfois, quand un nouveau téléphone sort, vous allez faire une mise à jour sur votre téléphone et ça va ralentir le téléphone et on est obligé de racheter un nouveau téléphone, ou tout ce qui est l'obsolescence liée au logiciel, même avec les ordinateurs, on est du coup parfois obligé d'acheter un nouvel appareil alors que le sien fonctionne encore. Dans la loi, ils ont essayé de mettre des choses en place, mais la distinction entre l'obsolescence obligatoire pour que votre téléphone ou votre ordinateur fonctionne et les mises à jour qui vont plutôt ralentir le fonctionnement n'est pas très claire. Et voilà, ça demanderait en tout cas plus d'approfondissement. Le point qui manque aussi, selon certains acteurs clés et associations, ce serait de se poser la question, mais ça serait peut-être, moi je pense, même un débat qu'il faudrait avoir sociétal, peut-être même politique, de l'intérêt ou non de numériser tel ou tel service. Par exemple, ça c'est Frédéric Bordage de greenIT.fr qui l'explique très bien. Il m'expliquait que lui, il trouve que, par exemple, la SNCF, parfois, pour nous avertir, elle le fait par SMS, par le smartphone, par l'application, par mail. Ce qui est le moins polluant, c'est d'envoyer un SMS entre les trois. Donc il dit peut-être parfois, il faudrait se poser la question écologiquement de l'intérêt ou non de numériser tel ou tel service. Ça, on n'est pas encore du tout dans cette réflexion-là, parce qu'on est plus dans une augmentation de la numérisation. Et c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte en faisant ces investigations. Si on fait que des chartes éthiques, souvent ça suffit pas, et qu'il faut quand même faire un peu de réglementation. Et d'ailleurs, après cet ouvrage, j'ai été contactée par un chercheur qui avait décidé d'aller travailler dans une grande multinationale parce qu'il s'était dit qu'il allait avoir plus d'impact en allant travailler dans une grande multinationale. Et pourtant, son salaire, il m'expliquait que son salaire avait doublé et qu'il travaillait moins. Alors, il n'a pas voulu me donner l'entreprise parce qu'il était encore entre les deux. Il allait quitter l'entreprise pour revenir dans la recherche publique. Et lui, il avait été effaré de la façon dont c'était une grande entreprise du numérique en France, faisait vraiment... Alors lui, il a dit que c'est pire que tout ce qu'il avait pu imaginer en termes de greenwashing et qu'il mélangeait vraiment des choses ensemble dans les calculs qui n'avaient rien à voir, qui faisait en fait très peu de recherche et développement sur ces sujets-là, mais qui reprenait beaucoup de référentiels qui avaient déjà été développés par la recherche publique. Et donc, lui, il me disait que voilà, il avait été un peu effaré et qu'il poussait au fait qu'il fallait tout de même des réglementations un peu strictes sur ce sujet, sinon on n'avancerait pas et il y a toujours un risque important de greenwashing, comme dans beaucoup de thématiques autour de ce sujet.
Dans la dernière partie de mon enquête, et après on pourra échanger peut-être sur ce sujet, d'autant plus qu'on est dans un endroit sur les arts numériques, donc je pense que ça va vous parler, tous ces sujets-là. La dernière partie de mes investigations, elle touche aussi sur... Voilà, est-ce qu'on n'a pas un numérique envahissant qui nous pousse à consommer aussi plus parce qu'on a créé un numérique qui est financé par la publicité et notamment la publicité ciblée et qu'on pourrait avoir un numérique totalement différent si on avait une autre, voilà, s'il n'avait pas été financé par la publicité. Je trouve que ce sont des débats qui sont intéressants et notamment j'ai interrogé, certains le connaissent peut-être, Tristan Nitto qui avait notamment créé le moteur de recherche Quant et lui qui m'expliquait que si on avait par exemple mis Facebook si on te payait Facebook 2 à 3 dollars par an, ça nous éviterait d'avoir toute cette publicité ciblée, cette mise en données qui, au-delà de la pollution du numérique, nous pousse nous-mêmes encore à consommer. Donc ce sont des sujets intéressants sur le numérique qui est peut-être symptomatique, celui que nous avons, du développement de notre société qui est quand même basé sur la consommation. L'autre point aussi, je vous donne des éléments pour qu'on puisse échanger lors des questions, parce que je trouve que c'est intéressant sur ces débats sociétaux. C'est que j'ai interrogé, moi, dans mon enquête, des personnes qui sont très critiques sur le numérique et d'autres pas du tout. Et tous disaient bien que c'était pas forcément simple, de toute façon, d'être totalement cohérent dans ce sujet-là, même ceux qui étaient critiques envers le numérique. Et ça dépendait, bien sûr, des usages que nous en faisons. Et d'ailleurs, toute la dernière partie de mon ouvrage et sur les liens, avant de passer aux questions, parce que je vois que le temps passe. Par contre, c'est plutôt des choses positives, donc on va aussi terminer là-dessus. C'est qu'en ce moment, dans la société civile, et ça c'est plutôt intéressant, tous ces acteurs du libre, c'est-à-dire, je pense que certains doivent les connaître comme ceux du logiciel libre, ceux aussi, Framasoft par exemple, qui a recréé les mêmes services que Google, tous ceux qui essayent de créer des solutions et de recréer un numérique qui ne dépend pas des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, de plus en plus essayent aussi de construire un numérique sobre. Ils se rendent compte de la matérialité du numérique et je trouve que cette alliance dans la société civile entre tous ces acteurs du numérique sobre et aussi de ce numérique libre, je trouvais que c'était intéressant pour essayer de construire un autre numérique. Et au départ, ce n'était pas forcément le cas, ce n'était pas forcément des mondes qui se croisaient. Et lors de mes investigations, je me suis vraiment rendu compte que c'était un monde, deux mondes, qui s'entremêlaient de plus en plus et qui proposaient des solutions pour un numérique sobre et qui en plus ne nous met pas en données pour faire de la publicité ciblée. Donc ça, c'est un point qui me paraissait intéressant. Avant de passer aux questions, bien sûr, la dernière partie, et ça, je pense que à travers les arts numériques, ça doit être des sujets que peut-être que vous abordez aussi. La question était, est-ce que le problème vient du numérique en lui-même ou plus des usages que nous en faisons? Et pour compléter ce point-là, c'était sur le fait que certains disaient que l'outil numérique n'est pas neutre et que nous avons peut-être créé cet outil parce qu'il va vers plus de productivité et qui nous pousse à aller plus dans l'accélération du temps, et d'autres au contraire qui disaient que ça venait que de l'usage que nous faisons aujourd'hui du numérique. Et je vous laisserai juge pour savoir, et peut-être que c'est un peu des deux d'ailleurs, et peut-être qu'on peut maintenant, comme je crois qu'il ne reste plus qu'une dizaine de minutes, passer à ces questions. Alors ça peut être autour de la première partie, mais ça peut être aussi un peu plus philosophique sur la dernière partie que nous venons d'aborder. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, mon enquête porte aussi plus largement sur l'intelligence artificielle, donc ça peut être aussi sur ce sujet-là. Alors, nous avons une question au fond. Il va nous rester 7 minutes, Juliette. 7 minutes. C'est précis. Oui, alors bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. La question que je veux poser, c'est le rôle de l'art dans ces questions sur le lien entre société et les problématiques environnementales. On est ici dans un symposium qui s'intéresse à l'art et aussi au numérique. Quelle est votre position sur peut-être le rôle des artistes ou non dans la façon de poser des questions autour du numérique ?
Alors là, je vous donne mon avis même de citoyenne. J'ai pas du tout enquêté sur ce point, mais il me semble essentiel le rôle de l'art pour éveiller les consciences autour de tous ces sujets-là. Et oui, ça me semble essentiel. Moi, c'est vrai que j'aime le factuel. C'est comme ça que j'aime comprendre le monde, mais au contraire, comprendre sur différents plans et imaginer d'autres récits aussi de société sur le futur, l'art me semble essentiel pour ces différents points. Donc justement, interroger aussi le numérique dans nos sociétés à travers l'art me semble absolument essentiel. Et on est bien sûr doué d'imaginaire, d'imagination, donc ça me semble essentiel pour intégrer, comme je disais tout à l'heure, d'avoir seulement des données, ça ne suffit pas, sinon ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté de polluer, parce que les données, on les a, et on les a depuis très longtemps. Donc il me semble que l'art, pour sensibiliser et toucher les êtres humains, justement, avec des corps que nous sommes, contrairement aux intelligences artificielles, ça me semble essentiel. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet? Il y a une question ici. Une autre question dans cet auditorium 300? Oui, ici. Madame, voilà, vous avez un micro qui arrive. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante et informative aussi. On sait un peu mieux quoi faire, peut-être et comment. Travaillant à l'université notamment, je me demandais si, vu toutes ces législations et ces initiatives de la part du gouvernement pour réduire les coûts, on parle souvent d'empreinte carbone et on nous invite notamment à moins voyager pour aller dans des colloques, etc. Tout ça, ça sera bien, mais je n'ai pas encore entendu le discours sur le numérique et pourtant, voilà, toutes les institutions, je ne sais pas s'il y a une pensée, est-ce qu'il y a quelque chose déjà en cours ou en projet ou quelque chose que vous avez entendu? C'est vrai que sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'opposition en ce moment, parce qu'on voit bien que le mouvement global de la société, c'est plutôt une accélération de la numérisation. Mais on ne peut pas non plus... Il y a aussi, comme je disais, une loi qui a été mise en place. Il y a aussi des acteurs de la société civile qui agissent beaucoup sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est marrant, j'ai eu plusieurs fois cette question-là lors de mes dernières conférences ces derniers temps. En ce moment, c'est l'ARCEP et l'ADEME, donc l'ADEME qui est l'Agence de la transition écologique, qui travaille beaucoup à essayer de mettre en place ces référentiels pour essayer que ce soit pris en compte dans la société. Pour l'instant, on parle surtout de l'empreinte carbone. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec ce sujet des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas moi qui veux vous dire, bien sûr, c'est essentiel et le changement climatique, c'est essentiel. Mais c'est pas que dans le domaine du numérique, je le vois aussi, moi, dans le domaine de l'eau, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. La pollution, elle n'est pas que en émissions de gaz à effet de serre et ça amène des mauvaises bonnes solutions de compter que en émissions de gaz à effet de serre. On essaie de simplifier la réalité pour nous simplifier la vie, mais c'est pas l'écologie, c'est pas ça, c'est un ensemble. Et c'est vrai que dans le numérique, quand on parle que des émissions de gaz à effet de serre et qu'on ne prend pas en compte la consommation des matériaux et des métaux, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que ça sera un référentiel plus compliqué à mettre en place. C'est pour ça que je pense, mais là c'est aussi, je vous donne mon avis de citoyenne, de celle qui a fait les enquêtes, il faut faire attention à tout vouloir calculer, à tout vouloir prendre en compte et essayer de refaire des calculs à la virgule près en se disant si je fais ça, c'est que globalement, si on accélère le numérique et qu'on continue à être dans nos sociétés de consommation basées sur le numérique, ça n'ira pas en fait. À un moment, ça va bloquer. Enfin, c'est vrai qu'on le voit clairement quand on voit les données. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Je suis pas sûre qu'on va pouvoir calculer des référentiels sur tout. C'est qu'il faut avoir des réflexions peut-être plus globales dans nos sociétés sur l'accélération de la numérisation, avec l'impact pour la planète, mais aussi pour l'humain. On n'en a pas parlé aussi, mais moi dans mes conférences, parfois il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui sont très embêtées aussi avec l'accélération de cette numérisation, et même des plus jeunes aussi parfois qui se sentent happés. On n'a pas parlé de toute cette économie de captation de l'attention, mais il y a aussi des vraies questions qui se posent pour les humains que nous sommes à interagir de plus en plus avec des outils numériques. Donc moi, il me semble qu'il faudrait surtout avoir beaucoup plus de débats sociétaux et j'ai pas l'impression pour l'instant que ce soit au centre des débats que nous avons, de savoir qu'on est plutôt parfois dans une fuite en avant technologique. Alors ça ne veut pas dire non plus de tout critiquer ce qui vient des progrès technologiques et chacun met le curseur, mais en tout cas de développer ces débats
autour de ces sujets-là. Mais j'ai pas de réponse pour l'instant. En tout cas, c'est pas pris en compte dans les référentiels, comme vous dites. C'est plus le carbone par rapport aux avions, mais parce qu'au numérique, ça va être difficile à compter. Parce que est-ce que vous avez changé d'ordinateur, combien vous avez d'équipements, donc on va le compter pour tout. Et il y a aussi du numérique dans les avions, il y a du numérique partout, donc ça va être très difficile à calculer globalement. Nous allons prendre une toute dernière question, sachant que vous pourrez croiser Juliette après. Juliette ne s'en va pas tout de suite. Et donc, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous n'osez peut-être pas poser là, ici, maintenant. Monsieur, allez-y. De mémoire, c'était d'ici 2030, plus 65% d'équipements. Oui. Est-ce qu'on a les moyens d'arriver jusqu'à 2030 avec 65% d'équipements en plus? C'est une vraie question. Moi, je ne sais pas y répondre clairement. Je pense que on n'arrivera pas, en tout cas, à mettre des équipements, à continuer avec cette accélération. Peut-être 2030, on y arrivera, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à un moment, on va manquer de métaux et de matériaux, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on... C'est intéressant parce que moi, vraiment, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que pour beaucoup, c'est une illusion d'imaginer un futur avec des objets connectés partout, des voitures autonomes, des villes intelligentes. Ça, pour beaucoup des personnes que j'ai interrogées, et c'est des gens spécialistes, c'est vraiment une illusion et ça n'existera pas. C'est pour ça que moi, des fois, ça me fait, entre guillemets, rire quand on entend parler beaucoup. Alors, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, mais c'est pas grave, c'est ça la biodiversité des points de vue. On parle beaucoup parfois de la singularité de l'intelligence artificielle, d'une intelligence artificielle autonome qui fonctionnera avec beaucoup de capteurs, et c'est celle-ci qui nous fait peur. Moi, il me semble qu'il va y avoir des limites à la planète, d'autant plus qu'il y a beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle que moi j'ai interrogés qui nous disent qu'on est très loin de cette intelligence artificielle-là, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des dangers aux usages de l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui, mais que de toute façon, il y aura des limites planétaires. Là, j'étais en train de partir sur un sujet où je peux repartir pendant 1 heure, parce que c'est tout un nouveau débat sur l'intelligence artificielle, mais vous pouvez lire le livre et échanger à travers ce sujet-là, où c'est très intéressant aussi ce sujet-là, où au final, beaucoup disent que à force d'interagir avec des machines, le risque, c'est pas forcément que les machines prennent le pouvoir demain, mais que nous, on appauvrisse de plus en plus notre langage et que nous-mêmes, nous devenions des machines à force d'interagir de plus en plus avec des outils. Il faut lutter et la première étape consiste peut-être à dévorer le livre de Juliette Duquesne. Merci beaucoup Juliette. Merci. On peut applaudir Merci. Juliette.